mais moins familier, je dois le dire, que celui que vous avez examiné ce matin et sur lequel vous avez débattu, qui est le fondement de la responsabilité. On peut déjà mettre le mot entre guillemets, je ne sais pas comment vous avez fait ce matin, pour dommages de guerre. Là, c'est évidemment un sujet, ce matin, des sujets, plusieurs sujets même, tout à fait passionnants, mais qui, en soi, serait de peu d'intérêt si on ne s'intéressait pas à la mise en œuvre de la responsabilité, je mets le mot encore une fois entre guillemets, pour dommages de guerre, la responsabilité de l'État, je suppose qu'il faut rajouter, pour dommages de guerre. Et cette mise en œuvre concrète de cette responsabilité pour dommages de guerre, elle est, vous allez le découvrir d'ailleurs, par les interventions que vous allez entendre, très diverses finalement, très diverses, et peut-être pourrait-elle être encore plus diverse. Et je pense que les thèmes de cet après-midi, les 3 sujets qui vont être traités devant vous, sont peut-être des premiers pas, mais je m'avance peut-être un peu trop, mais il me semble quand même, vers des recherches beaucoup plus approfondies et peut-être de nouveaux colloques réservés à ce thème, qui n'est donc pas accessoire, qui est, de mon point de vue, modeste, mais tout à fait essentiel. Alors, nous allons entendre 3 interventions assez différentes, je pense, par le contenu et l'objet même, dans ce cadre-là, qui est celui de la mise en œuvre de la loi de 1919, plus loi de 1921, bien entendu. Alors, je vais donner la parole tout de suite à M. Mastin pour vous faire découvrir les dommages de guerre à partir d'un géographiquement, et c'est essentiel évidemment, de l'étude de la place lilloise. C'est évidemment essentiel pour des raisons qu'il n'est pas besoin de souligner. Je vous donne la parole, monsieur. Merci, monsieur. En fait, contrairement à ce que laisse entendre le titre provisoire du programme, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une étude de cas localisée, mais de montrer l'influence qu'ont eu les élites économiques du Nord, industriels, négociants, banquiers, et en particulier donc, de la place lilloise, sur le double processus d'élaboration et de mise en œuvre de l'indemnisation des dommages de guerre. Donc cette place lilloise, donc j'essaie ici de la localiser sur une carte allemande de 1915 qui représente les territoires occupés en orange, je ne sais pas si vous voyez, mais le cercle jaune, donc c'est cette région lilloise. Et cette région lilloise, en fait, donc c'est la place la plus puissante des 10 départements envahis. C'est une place industrielle spécialisée dans le textile, une place bancaire et financière puissante, contrôlée par les grandes familles. Et pendant la guerre, elle est divisée, elle est coupée en 2 par le front. À l'est, Lille, Roubaix, Tourcoing sont des villes occupées entre octobre 14 et octobre 18, et à l'ouest, Armentières, sur la ligne de front, est bombardée. Les villes occupées, Lille, Roubaix, Tourcoing, subissent réquisition, enlèvement de machines, destruction. Armentières est bombardée et donc détruite. Donc il y a 2 situations différentes au sein de cette région. D'autre part, au préalable, avant de commencer mon papier, j'aimerais faire 3 séries de remarques préalables. D'abord, il faut être attentif au discours, au choix et à l'usage des mots. Plusieurs expressions désignent les sinistrés, régions dévastées, régions sinistrées. Le vocable même de sinistré occulte le contraste des situations territoriales entre villes occupées et villes détruites. Même entre les villes occupées, les situations sont différentes. Lille, Roubaix, Tourcoing ont réussi à préserver leur capacité, la majeure partie de leur capacité productive, alors que Maubeuge ou Fourmies, par exemple, souffrent, ou Valenciennes souffrent beaucoup plus.
Contraste également économique entre les industriels et les négociants, dont les capitaux sont plus mobiles que ceux des industriels. Contraste également sociaux, évidemment, la bonne bourgeoisie n'a pas subi la guerre comme les classes populaires. Ce vocable de sinistré occulte aussi la dualité de ceux qui sont à la fois victimes et profiteurs de guerre, ceux qui sont parvenus à délocaliser leurs affaires en France libre, comme on disait, et ceux qui sont à la tête des multinationales, qui contribuent pendant la guerre de l'étranger à l'effort de guerre. Or, l'indemnisation des dommages de guerre se met en place avec ceux qu'on appelle les envahis, repliés à Paris. C'est-à-dire ceux-là même qui ne sont pas les plus malheureux, mais qui, en mettant en avant le drame des absents et des plus faibles, tentent d'obtenir davantage pour eux-mêmes. Deuxième remarque préalable, c'est qu'il faut, je pense, être attentif à la complexité, à l'imbrication des enjeux liés aux dommages de guerre. D'abord, on a parlé des jeux d'échelle, l'articulation entre l'échelle internationale et l'échelle nationale, j'y reviendrai pas. Mais deuxième enjeu, c'est que cette indemnisation des dommages de guerre est liée à la reconstitution industrielle et à sa première étape, la reprise de l'activité économique, dont l'urgence est liée à la question sociale, au poids économique et fiscal des régions envahies, à la concurrence internationale et nationale également. Cette question des dommages de guerre est aussi liée aux deux autres volets du statut des sinistrés. Le volet fiscal, car les riches sinistrés qui nous occupent sont aussi des contribuables. Le volet financier également. Donc on ne peut pas séparer, comme disait quelqu'un tout à l'heure dans l'assistance, on ne peut pas séparer la question des dommages de guerre de celle des bénéfices de guerre et de la fiscalité du temps de guerre. Et comme quatrième enjeu qui fait la complexité de cette question, c'est que comme la mobilisation économique qui s'est faite sur le mode de la concertation entre privé et public, la question de l'indemnisation des dommages de guerre renouvelle les rapports à l'État de milieux qui sont traditionnellement hostiles à l'intervention de l'État, car le statut de victime leur donne un droit et une créance sur l'État. Et enfin, troisième type de remarque, mais on l'a déjà faite tout à l'heure, c'est qu'il faut être attentif à la chronologie. L'indemnisation des dommages de guerre se met en place bien avant la loi du 17 avril 1919. Donc, qui sont ces sinistrés qui s'organisent pour peser sur l'élaboration de la loi et sur la mise en œuvre de l'indemnisation des dommages de guerre, et comment s'organisent-ils ? Dans un premier point, je verrai leur organisation, leur présence à Paris, et dans les deux derniers points, je verrai comment ils influencent la conception de l'indemnisation des dommages de guerre et ensuite la mise en œuvre concrète. Alors, en fait, ceux qui se prétendent absents en fait, sont omniprésents à Paris et constituent un réseau d'organisation de trois types. D'abord politique, le groupe parlementaire des départements envahis qui siège au Sénat à partir du 21 octobre 14. Des organisations professionnelles, puisque les organisations patronales sont repliées à Paris, les chambres de commerce, les sociétés industrielles, les fédérations syndicales, au sein desquelles se créent des sections de sinistrés, et puis des associations de sinistrés, qui sont d'emblée conçues comme des fédérations, et notamment deux puissantes associations de sinistrés, l'ASDN, Association des sinistrés du Nord, créée en septembre 1915, qui appartient à la Fédération des associations départementales de sinistrés, qui est présidée par le filateur lillois Louis Nicole, et qui fédère des comités locaux, dont le fameux CIERT, le Comité des intérêts économiques de Roubaix-Tourcoing, présidé par Émile Tout-le-Monde. La deuxième grande association de sinistrés, c'est l'ACRER, la puissante association centrale pour la reprise de l'activité industrielle dans les régions envahies, créée au même moment et qui est conçue comme une fédération de comités corporatifs. Elle est apparemment dominée par les industries métallurgiques. En réalité, elle est sous l'influence des industriels du Nord, qui comptent 11 des 30 administrateurs. Un administrateur délégué, Jules Delattre-Six, qui est un industriel roubaisien.
Et cette puissante ACRER, en fait, se dote de 2 outils, l'un commercial, le CCA, le comptoir central d'achat industriel pour les régions envahies, créé en août 1916, et un instrument juridique et administratif, l'USCN, l'Union des sinistrés et contribuables du Nord, qui est en fait contrôlé par les industriels de l'île Roubaix-Tourcoing et qui veut peser justement sur la loi de l'indemnisation des dommages de guerre et sur sa mise en œuvre. Alors bon, je passerai d'autres associations car le temps me manque, mais c'est un réseau en tout cas serré où les liens sont des liens familiaux, des liens de multi-appartenance notamment. Alors, mais dans ces associations, les membres de ces associations déploient une rhétorique victimaire dont le premier thème est d'abord le principe de la faveur équitable, c'est-à-dire ce n'est que justice de favoriser les victimes. Alors ce thème est utilisé dans les comités interministériels, face à l'administration fiscale. Le deuxième thème, c'est que les sinistrés revendiquent l'indemnisation intégrale des dommages de guerre, incluant les dommages indirects, une indemnisation rapide et généreuse, et un des arguments qu'ils mettent en avant, c'est le poids économique et fiscal des régions sinistrées. Autrement dit, il ne faudrait pas que l'État tue la poule aux œufs d'or en mégotant et en retardant le mécanisme d'indemnisation. Il joue aussi de la confusion entre les 2 types de régions sinistrées, c'est-à-dire occupées et celles qui ne sont pas occupées mais sur la ligne de feu, en fonction de leurs interlocuteurs, en fonction de leurs intérêts. Ils vont même jusqu'à brandir la menace autonomiste. Voilà. Alors en conclusion de cette première partie, c'est qu'en maintenant une pression très forte sur l'État et notamment sur l'exécutif, ces sinistrés présents à Paris parviennent à amener l'exécutif à épouser leur point de vue et à imposer aussi à l'opinion une mémoire victimaire de la guerre qui ne fait pas la différence entre régions occupées et régions dévastées. Et donc, ils arrivent à peser, c'est mon deuxième point, sur l'élaboration du statut des sinistrés. Ce statut des sinistrés comporte 3 volets, comme je l'ai dit. D'abord, un volet fiscal et un volet financier que je vais traiter à peu près en même temps. Le volet fiscal comporte quelques moments importants. Ce statut fiscal des sinistrés, des envahis, a un premier élément posé dans la loi du 1er juillet 1916 qui crée la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, puisque cette loi prévoit un abattement spécifique destiné à prendre en compte les pertes d'exploitation liées à l'occupation allemande. Juste après cette loi, un décret de début août 1916 accorde un délai déclaratif, un sursis déclaratif. Le deuxième moment de ce statut fiscal privilégié, dérogatoire en tout cas, c'est qu'après l'armistice du 11 novembre 18, les populations libérées sont exonérées de fait des impôts créés pendant la guerre, des impôts directs créés pendant la guerre, impôts sur le revenu et sur les BIC. Et puis ça se termine en 1921 par la loi du 16 juillet 1921 sur le régime fiscal transitoire des régions libérées qui accorde exonération, sursis déclaratif, majoration d'abattement, etc. Quant au volet financier, en fait, il s'agit essentiellement de la loi du 27 décembre 1920 qui accorde aux entreprises, aux entrepreneurs des régions envahies, une exonération du paiement des intérêts moratoires sur les traites moratoriées depuis l'été 14. Mais donc j'en viens au volet qui nous occupe plus particulièrement, la réparation intégrale des dommages de guerre. Je ne reviens pas sur la chronologie, mais dès les premiers moments de cette réparation intégrale des dommages de guerre, il y a d'abord une rupture juridique, on l'a dit, qui est faite, puisque ce droit à réparation instaure une créance des sinistrés sur l'État.
Deuxième remarque que je ferai, c'est que il y a disjonction entre le niveau national et le niveau international, mais cette disjonction, elle n'est pas complète dans le rapport Desplat de juillet 1916. Il est dit « Il ne peut être question de lier l'idée de la réparation à celle de l'indemnité qui sera imposée à l'Allemagne, mais quand même, un double lien est établi entre les deux créances, puisque d'une part, le gouvernement dit qu'il escompte le produit des réparations allemandes, gage de la reconstitution des régions sinistrées, et qui rembourseront les sommes engagées par la France. On se demande si, dans ce terme escompté, il faut donner un sens bancaire. Et d'autre part, il reconnaît au département envahi un privilège sur cette créance internationale, faisant des sinistrés donc des créanciers privilégiés de l'Allemagne. Bon. Ma troisième remarque, ce serait que la notion de réparation intégrale, en fait, est réduite aux dommages certains matériels et directs, donc on exclut les dommages indirects, mais qui ont été pris en compte quand même dans le volet fiscal. Et enfin, la notion, en ce qui concerne la notion de remploi, je ne reviendrai pas là-dessus, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc on en arrive donc à la loi du 17 avril 1919, loi de compromis, comme on l'a dit. Mais entre-temps, entre 1914 et 1919, se mettent en place des structures juridiques et administratives. D'abord, des procédures d'évaluation entre février et juillet 1915, avec des décrets qui instaurent des procédures de constatation et d'évaluation des dommages de guerre, mais surtout est improvisée une structure administrative faite d'organes ministériels, interministériels, administratifs, que je résume ici dans le slide. C'est que donc on a des services spéciaux ministériels qui sont créés à partir d'avril 1916 au ministère de l'Intérieur, du Commerce, des Travaux publics, création d'un comité interministériel en 1917 et surtout création de l'ORI, l'Office de reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion, en août 1917. Il est d'abord sous la tutelle du ministère du Commerce, ensuite il est rattaché au ministère de la reconstitution industrielle qui est créé en novembre 1918. Et pour terminer, il y a création d'un ministère des régions libérées en novembre 1917. Mais bien avant la création de l'ORI, en fait, le ministère du Commerce a signé en décembre 1916 une convention avec le CCA, dont j'ai parlé tout à l'heure, le comptoir central d'achat, qui est une filiale de l'ACRER, qui est une entreprise privée donc mandatée par l'État pour réaliser des opérations d'achat et de cession de matières premières, de machines, etc., destinées à favoriser la reconstitution des envahis. Et pour l'heure, donc, on est en 1916, avant la libération, donc ces achats profitent aux envahis qui sont repliés en France libre. C'est dire que les pressions de l'ACRER ont été efficaces. Et l'ACRER influence également, j'en viens à mon dernier point, la mise en œuvre de la réparation, la mise en œuvre concrète de la réparation des dommages de guerre. Il faut la mettre en rapport avec les conditions pratiques de la mise en œuvre de l'indemnisation des dommages de guerre qui sont favorables aux entreprises privées. On est dans un contexte d'urgence qui conduit les pouvoirs publics à l'improvisation. Les pouvoirs publics optent pour le renforcement de la concertation entre privés et publics. Les associations de sinistrés maintiennent et renforcent leur pression. Et donc, la reconstitution industrielle, ce sera mon avant-dernier point, c'est on peut dire une entreprise mixte. Alors que j'ai essayé, mais je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose, que j'ai essayé de résumer dans ce schéma de fonctionnement de l'ORI et de sa collaboration avec les deux comptoirs d'achat, comptoir central, comptoir régional. Le comptoir central étant créé en 1916, le comptoir régional d'achat en 1919. 6 remarques à ce propos. D'abord, on voit que la coopération publique-privée organise la politique de concertation, en fait. C'est un processus, la reconstitution, c'est un processus concerté et non administré. Il n'y a pas d'étatisme, contrairement à ce qu'on a pu entendre. L'ORI
conçoit les programmes d'achat, fait des avances aux tiers mandataires, c'est-à-dire les 2 comptoirs d'achat, qui ont le monopole, qui sont des entreprises privées, mais qui ont le monopole des achats pour le compte de l'État. Deuxième remarque, on observe une décentralisation relative des décisions. L'ORI est divisé en 6 secteurs, puis 10 secteurs dirigés par des chefs de service. En janvier 19 sont institués des comités régionaux comprenant des représentants des industriels et des négociants. Troisième remarque, la gestion est corporative, puisqu'il y a coopération des services techniques de chaque structure, par exemple les services techniques donc, du CCA et les services techniques de l'ORI. La concertation passe aussi par l'institution de réunions régulières des industriels sinistrés au ministère de la reconstitution industrielle. La liberté est donnée aux sinistrés dans les modes d'acquisition de matériel et de matière, entre cession en nature ou achat direct, grâce aux avances espèces attribuées par l'ORI, et ensuite grâce aux avances du Crédit national. Et enfin, dans ce système-là, on voit quand même la puissance du premier secteur, c'est-à-dire le secteur de l'île Roubaix-Tourcoing, dirigé par le lieutenant-colonel Pranger, puisque c'est dans ce secteur-là qu'on a le seul exemple connu de comptoir régional d'achat. Et par ailleurs, on voit un peu comment le personnel politique administratif est très largement sensible aux pressions des industriels du premier secteur. Par ailleurs, la multiplicité des organismes et les circonstances difficiles de la sortie de guerre rendent le contrôle comptable des avances de guerre très difficile. Par exemple, il y a un rapport de 24 de la Cour des comptes sur la comptabilité de l'ORI qui mentionne que les dépassements des cessions sur les indemnités de dommages de guerre portent sur des chiffres très considérables. Enfin, dans la conception, dans l'élaboration des dossiers de dommages de guerre et dans l'indemnisation, on a une indemnisation sous contrôle de l'USCN, l'Union des sinistrés contribuables du Nord, qui s'était fixé, qui est créée en octobre 2017 et qui s'était fixé comme but de contenir l'action de l'État. Elle a voulu s'imposer comme intermédiaire exclusif entre État et administration d'une part, et d'autre part les sinistrés, d'abord dans la constitution des dossiers de dommages de guerre, et elle a voulu s'imposer comme une administration privée qui dédouble l'administration publique, laquelle sera au fond sous son contrôle. Et en 1923, Albert Engels, un député socialiste de Tourcoing, dénonce d'ailleurs le fait que l'USN noyote les services de l'ORI à tous les niveaux. Alors cela dit, cette dénonciation de 1923 intervient dans un contexte particulier de polémique nationale sur le montant des dommages de guerre, sur le projet de loi de révision des dommages de guerre, mais à cette occasion-là, justement, les associations de sinistrés et les organisations patronales réactivent la rhétorique victimaire pour, je cite, sauvegarder les droits sacrés des régions dévastées. Alors, si en 1923, les évaluations définitives de dommages de guerre ne sont pas terminées, la reconstitution industrielle, elle, l'est, puisque dès septembre 1920, en tout cas à Roubaix-Tourcoing, 95% des capacités de production ont repris leur activité. Alors, en conclusion, je dirais qu'indéniablement, les industriels et négociants du Nord, et en particulier de la place lilloise, ont pesé en tout cas sur l'élaboration et la mise en œuvre de la réparation des dommages de guerre, mais il est difficile de mesurer cette influence. On doit se contenter d'indices pour l'instant. Il n'empêche que ceux qui se prétendaient absents ont farouchement défendu à Paris leurs intérêts auprès de l'État et ont réussi à obtenir un statut des sinistrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en avant le drame des places où l'occupation a été bien plus dure, comme Valenciennes ou Maubeuge, et le cas des villes détruites, et que d'autre part, il y a des circonstances favorables. L'urgence de la reconstitution, la désorganisation générale de la sortie de guerre, la concurrence entre organes ministériels, administratifs, etc.
Et au fond, ce statut des sinistrés leur a été assez favorable, puisque la reprise de l'activité économique et la reconstitution industrielle sont très rapides, et la place lilloise est aussi puissante, voire plus puissante qu'avant-guerre.